Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur notre article récent, celui sur Aces and Armor. Vous savez, ce jeu de guerre sur la Seconde Guerre mondiale qui promet d'être simple mais tactiquement profond. Notre mission, si on peut dire, c'est d'en extraire l'essentiel, ce qu'on a voulu partager dans notre analyse. Oui, parce que dans cet article, on posait une question assez centrale finalement. Est-ce qu'on peut vraiment capturer l'essence d'un conflit aussi énorme que la Seconde Guerre mondiale dans une petite boîte et surtout sans sacrifier l'immersion ou rendre ça trop compliqué? Alors voyons ce que notre exploration de ce jeu allemand de PBK Games nous a révélé. Bon, pour commencer, comme on le décrit dans l'article, il y a le matériel. Et là, franchement, c'est séduisant. On a de belles figurines détaillées pour 4 factions, les Américains, les Russes et 2 factions allemandes. Oui, deux différentes, c'est intéressant ça. Exactement. Avec un plateau réversible, été-hiver, des dés spéciaux et même des pièces en métal. Ça, pour le côté tactile, c'est sympa. Ah oui, les pièces en métal, ça fait toujours son petit effet. Carrément. Et le gros point fort souligné dans notre papier, c'est la prise en main rapide. On est loin, très loin, des wargames traditionnels avec leurs règles à rallonge. C'est ça. Et c'est vraiment le cœur du jeu, comme le souligne bien notre article, des règles légères, épurées. Le tour de jeu, c'est simple, 4 phases, mouvement, déclaration d'attaque, résolution et puis logistique. Ça coule tout seul. Bien sûr, le terrain a son importance, les routes, les forêts, ça influence le mouvement, mais ce qui ressortait vraiment de notre analyse, c'était cette mécanique de riposte. Ah oui, la riposte à courte portée. Exactement, ça te force à réfléchir à 2 fois avant de lancer un assaut. Ça ajoute une tension, une vraie tension tactique. Très malin. Et il y a aussi la phase logistique qu'on a détaillée. Simple mais super importante. En gros, tu contrôles des usines avec ton infanterie, ça génère des ressources, les fameuses pièces en métal, et avec ça, tu répares ou tu construis de nouvelles unités. C'est un petit moteur économique intégré, simple, mais efficace. Ça oriente pas mal la stratégie, mine de rien. Tout à fait. Et pour l'équilibre, on notait aussi que le premier joueur commence avec des actions limitées. Ça évite qu'il prenne un avantage trop vite. C'est bien pensé. Absolument. Et puis, il y a ce système de combat et d'expérience. Ça, franchement, c'est un des points forts qu'on a identifiés. Les combats, bon, ça se résout des D12, avec un seuil à atteindre. Classique, mais efficace. Si tu prends des dégâts, tu lances moins de dés la fois suivante. Logique. Mhm. Mais là où ça devient très intéressant, c'est l'expérience. Tu en gagnes en combattant, et c'est visible direct sur les figurines. Ils ont un système d'anneaux de couleurs, recrues, vétérans, héros. Et chaque grade améliore tes chances de toucher au combat. Ah oui, c'est une super idée ça, très visuel. Carrément. C'est gratifiant, et ça représente bien la montée en puissance des troupes. Et il y a aussi le soutien interarmes. Si tu combines bien tes unités, genre chars et infanterie, paf, des dés bonus. Ça pousse à la coordination. On a aussi pas mal creusé dans l'article cet équilibre entre le hasard des dés et la stratégie pure. Les dés, ça amène l'imprévu du champ de bataille. On trouvait ça plutôt bien pour le réalisme, même s'il y a une option dommage fixe pour ceux qui aiment moins l'aléatoire. Oui, c'est bien d'avoir le choix. Après, il y a quelques libertés prises avec le réalisme pur, on l'a noté. Genre l'infanterie qui peut tirer sur des bombardiers. Bon, ça, c'est clairement un choix de game design pour la fluidité. Oui, voilà. Et dans notre évaluation, on a jugé ça acceptable. Ça ne casse pas le jeu, au contraire, ça le rend plus dynamique. Du coup, la conclusion de notre article, c'est que ce jeu est idéal pour les débutants en wargame ou juste pour des parties rapides, des escarmouches, quoi. Nerveux, facile à sortir. Les vétérans peuvent aussi s'y amuser, s'ils acceptent cette approche plus légère des règles. Oui, c'est ça. Et puis, il y a de quoi varier les plaisirs. Un mode solo, des règles optionnelles pour la météo, le terrain avancé, des scénarios historiques comme les Ardennes ou même les V2. Oui, et on abordait aussi un point un peu plus coulisse dans l'article, le défi de la traduction. Pour un petit éditeur comme PBK Games, traduire en plusieurs langues, c'est un sacré budget. Ah oui, c'est clair. Et leur approche est intéressante, ils ont utilisé l'IA, mais relue et corrigée par des passionnés. C'est pragmatique, on va dire. Malin pour proposer le jeu plus largement sans exploser les coûts. Donc pour résumer notre verdict, très positif en fait. Aces and Armor, c'est une réussite. Il arrive à être accessible sans tomber dans le simplisme. Il offre une vraie profondeur tactique, notamment grâce à ce système d'expérience visuelle et cette mécanique de riposte. C'est élégant comme design. Voilà, donc si on résume notre article, Aces and Armor, c'est une excellente porte d'entrée au jeu de guerre. Rapide, tendu, facile à prendre en main, mais avec ses petits mécanismes clés, la riposte, l'expérience, qui créent une richesse tactique assez surprenante pour des règles aussi simples. Tout à fait. Et ça soulève une réflexion plus large, qu'on effleurait un peu en conclusion de l'article d'ailleurs. Si un jeu comme Aces and Armor arrive à distiller un conflit aussi complexe de manière si engageante et accessible, jusqu'où on peut aller dans la simplification? Que ce soit pour des événements historiques ou des systèmes complexes en général, comment on les rend jouables, accessibles, tout en gardant une certaine
authenticité, quelque chose de significatif. Quels sont les éléments qu'il faut absolument préserver? Vaste question, hein. Une question à méditer, en effet. Merci d'avoir écouté.